pense que le mot-clé, c'était maintenant, il y a la violence désinhibée. Et ça, c'est quelque chose qui... il a quand même cité les précédentes revues stratégiques, ou exercices équivalents, qui envisageaient la violence désinhibée, mais qui n'ont rien fait pour s'y adapter. Et là, maintenant, ça y est, il est clairement dans un mode de rattrapage, en réalité. Alors, il faut quand même reconnaître que... Parce que depuis l'Ukraine, plus personne n'a le choix. Oui. Alors, il faut reconnaître que depuis 5 ans, de son premier mandat, il y a eu un effort où j'y croyais pas, la LPM a été respectée. La loi de programmation militaire. La loi de programmation militaire. Ça, pour la plupart de mes camarades étaient encore d'actifs, ça a été une surprise stratégique. À commencer par le général de Villiers. C'est quelque chose. Cette fois-ci, voilà. Donc, quand il dit qu'il y a eu on a consolidé, on a réparé, il a utilisé un mot très fort, on a réparé, c'est vrai. Il faut reconnaître, il y a eu beaucoup de réparations. Avec le recul, je me dis qu'on aurait, dès 2014, l'Ukraine, et c'était après la Géorgie 2008, et puis après la Transnistrie 90, vous voyez, il fallait clairement se mettre dans un mode de reconstitution d'un outil. Les Suisses ont une phrase que j'aime beaucoup, c'est de dire « tout pays a une armée, la sienne ou celle d'un autre ». C'est ça. On a trop compté sur les autres. Oui. On a trop compté sur les autres et on a trop compté sur la gentillesse de nos adversaires potentiels. Alors que les Ukrainiens, depuis 2014, nous disaient, ils sont là. Et chez nous, ils sont en train de nous dépecer. Vous êtes la cible, l'OTAN, l'Union européenne. Vous êtes la vraie cible. Et on a fait semblant de ne pas le comprendre. On a fait Il n'y avait semblant pas que c'était une que forme de l'Ukraine, il y suffisance. avait la Pologne, il y avait les pays baltes qui, depuis un certain nombre d'années, alertent l'Europe, l'Union européenne singulièrement, des visées guerrières, belliqueuses de la Russie. Oui, c'est vrai. Mais alors, à notre décharge, plusieurs choses. L'histoire pèse. L'histoire pèse sur les décisions d'un pays. La Pologne, les pays baltes, toute l'Europe centrale a vécu sous la botte soviétique. Donc ils ont une vision. Nous étions tournés, et en plus on était la seule armée à combattre le terrorisme. Et avec notre histoire en Afrique, on l'a fait. En Syrie, on l'a fait. On est les seuls en Europe à avoir envoyé des contingents et à avoir assumé et les morts et le financement d'une intervention contre Al-Qaïda au Maghreb islamique. On avait un secteur, alors certes avec l'aide des Américains, où on était leader, même si après on était concurrent sur la Syrie. Et donc nous étions, à la différence de tous les autres, engagés dans quelque chose. C'est pour ça qu'on ne part pas sur rien. Et c'est ça qui est intéressant dans le fait qu'on a quand même réparé. Et effectivement, le premier surpris étant le général de Villiers, qui est parti et qui a mis son képi sur la table en ne croyant pas aux promesses d'Emmanuel Macron. Moi, j'étais là, et Michel aussi était là ce soir-là. On a tous été surpris le 13 juillet au soir, où effectivement, le président tout juste élu disait « Mais je suis votre chef, je vous ai promis quelque chose, je vais le faire ». Donc, et effectivement, à la surprise de beaucoup de monde, ça a été fait. On a eu 35% d'augmentation, c'est la première fois en 25 ans qu'on a un budget de la défense qui, de 2019 à 2024, et a augmenté d'abord de 1,7 milliard tous les ans, puis de 3 milliards cette année, et qui l'année prochaine, enfin, atteindra en 2025, après 47 milliards, atteindra les 50 milliards avec les 2%. C'est quand même la première fois que ça arrive depuis longtemps. La remontée en puissance avec les 10 000 hommes, alors à l'époque de Sarkozy et début Hollande, on était à une réduction des effectifs de 55 000 hommes. On en a gagné 10 000. Donc attention, on a commencé un certain nombre de choses. On a une armée qui, justement... Alors, c'est tout à fait ce qu'expliquait Michel tout à l'heure, et moi je pense qu'il a parfaitement raison. Nos armées ont tout fait pour garder un modèle, ce qu'on appelle un modèle complet. C'est-à-dire qu'on a les capacités, aujourd'hui, de combattre, et de combattre comme nation cadre pour rentrer en premier dans un théâtre difficile. En coalition, pas tout seul. Et de toute façon, on pense toujours en coalition aujourd'hui, parce que tout seul, comme l'a rappelé le président de la République, à juste titre, nous avons la dissuasion nucléaire qui protège le pays sur la question de l'agression. Donc c'est ça qu'on est en train maintenant de passer à la phase d'après. Et c'est ça qui va être intéressant dans la loi de programmation militaire qui arrive, celle des 5 prochaines années,
C'est que, est-ce que oui ou non on va consolider? Et de toute évidence, la promesse, c'est de consolider. On va passer à environ 54 ou 57 milliards. Maintenant, comme aussi l'a dit le président, il ne suffira pas d'acheter du matériel, il va falloir se réorganiser, que ce soit au niveau industriel, au niveau de la pensée, au niveau des armées. J'entends, mais le président l'a dit, le monde a changé depuis cette guerre. La coalition, les autres ont changé. Le monde a changé. Donc, s'appuyer sur les autres, penser que les autres vont nous aider, la donne n'est plus la même depuis la guerre en Ukraine. Moi, je crois qu'il ne faut pas être surpris par le contenu du discours du président Macron, pour les raisons qui ont été dites d'ailleurs, c'est-à-dire que d'abord, il y a une continuité en effet par rapport à son premier mandat et à ce qu'il a effectivement réalisé avec le renforcement des capacités de l'armée. Deuxièmement, évidemment, les 8 mois et demi de guerre, d'invasion par l'armée russe de l'Ukraine ont complètement modifié la donne, puisqu'il n'y a plus... La guerre est possible en Europe, une guerre de forte intensité, avec des aspects très traditionnels, au bout du compte, est possible, donc il faut s'y préparer. Mais il y a un troisième volet, et là je sais que je vais fâcher par avance le général, parce que depuis plusieurs semaines, je fâche quelques généraux en lisant cela. C'est dans sa dernière partie, il l'a pas dit comme on pourrait le dire, mais dans le fond, pourquoi est-ce que l'Ukraine, ça marche? La défense ukrainienne, la contre-offensive ukrainienne. Parce que l'Ukraine, c'est la nation en armes. Et la nation en armes, il n'a pas utilisé cette expression, donc il faut lui laisser le... Mais il a dit il faut que tous les secteurs du pays, alors bien entendu le secteur militaire, le secteur économique, le secteur financier, le secteur social, le secteur sécuritaire, le policier, soient mobilisés. Mais il a aussi dit il faut agir, réapprendre à mobiliser le service national. Alors évidemment, il s'est fait avoir lorsqu'il a instauré un service national. Ça figurait dans son premier programme électoral, la première année. Il s'est fait avoir parce que les militaires n'en veulent pas. Et en effet, il faut dire les choses comme elles sont. Alors on peut effectivement... Il s'est fait avoir puisque ce qui a été fait et mis sur place, c'est un semblant de service national. C'est bien, c'est très bien ce qui a été fait, mais c'est tout à fait expérimental, parce que pour le rendre acceptable, il a fallu dire que c'était expérimental, et pour un nombre de semaines très limité. Alors, il faut réfléchir à ce point, ça va être un très grand chantier, parce que ça va recommencer. On va lui réduire cette proposition, qui dans le fond est la seule nouvelle, à part les propositions capacitaires, mobiliser la nation, c'est quand même un problème. Alors effectivement, moi j'appartiens à une génération qui a fait le service militaire, j'ai pesté au service militaire, mais ça m'a été extrêmement utile par la suite dans mon métier d'ailleurs. Et parce qu'en plus, on m'avait obligé à faire les pelotons d'élèves officiers de réserve à Saint-Cyr-Côte-Quilan. Mais j'ai appris des tas de choses, et le vrai problème aujourd'hui, c'est que s'il y avait une guerre de forte intensité en France, bien sûr, comment réagirait la population française? Comment réagirait-elle? Elle ignore tout, pratiquement, de la chose militaire. Alors, on ne va pas lui apprendre à l'école. Je cite la force morale de la nation. C'est très important. Participe. C'est très important. Et c'est ça qui fait le succès de l'Ukraine à l'heure actuelle. Valérie, je pense que, sans m'éloigner tout à fait de la question militaire, qui est évidemment centrale, avec cette affaire, évidemment, le président de la République ne l'a pas dit, ce n'est pas une nation en armes, mais comme disait Bonaparte, l'armée, c'est la nation. Donc, il n'y a pas que la chose militaire qui est importante. Dans un pays traversé par autant de fractures, de divisions, la réactivation de ce service national supprimé par Jacques Chirac, au nom de, sans doute, de très bonnes raisons formulées par les militaires à l'époque, en 96-97, on voit à quel point, souvent, et pas simplement les tenants du « c'était mieux avant », se disent que le service militaire avait réussi à cimenter d'une certaine manière un pays. Donc, le président de la République poursuit, à mon sens, deux objectifs. L'objectif militaire, vous avez raison, avec l'exemple de l'Ukraine, mais aussi un but, je dirais, plus sociétal pour essayer de cimenter un pays qui commence sérieusement à se fracturer. Une forme de déliquescence. Vous voulez réagir, général? Alors, je vais peut-être être un peu long. Non, pas trop, parce qu'il faut que tout le monde parle. Je préviens. D'abord, monsieur l'ambassadeur, je suis à 100% d'accord avec vous sur un point. Alors, moi aussi, j'ai fait mon service militaire. Je suis là, 76-12, je pète mon score. Je suis le dernier général français à avoir commencé sa carrière comme appelé du contingent. Et j'en suis très fier. C'est mon titre de gloire. J'ai commencé comme dragon au 16e dragon à Noyon. 1er décembre 1976. Donc j'aimais cette armée d'appelés. J'ai servi 12 ans à la Légion, mais j'aimais cette armée d'appelés et j'y croyais. Alors il se trouve que j'étais au secrétariat de la commission du livre blanc de Sarkozy. Et le candidat Sarkozy avait parlé de service civil. Oui. Et du coup, j'étais secrétaire du groupe qui a potassé service civil. Alors,
Déjà, il est universel. Donc, ce n'est pas que les mâles. C'est les hommes et les femmes. Oui, bien sûr. Ensuite, le service militaire permettait d'écarter les gens qui avaient des problèmes physiques ou, vous voyez ce que je veux dire. Donc on n'avait que des gens en bonne santé. Si vous faites un service universel, vous prenez aussi les gens qui ne sont pas en bonne santé. Alors, vous voyez l'encadrement des personnes handicapées, des trucs comme ça, c'est quand même une complexité autre. Ensuite, combien de temps le service? Si c'est 3 mois, les gens vont le vivre en apnée. Ils ne changeront pas leur esprit. Si c'est 6 mois, quand on a 18 ans, on est obligé de s'adapter. On est obligé de s'adapter aux autres en particulier. Donc, on s'était dit, ce service universel, c'est une classe d'âge de 600 000 pendant 6 mois, égale 300 000 à l'instant T, toute l'année. Donc, il nous faut une structure d'accueil, d'hébergement, etc., de 300 000 personnes. Ça suppose un encadrement, je parle d'équivalent temps plein, d'environ 100 000, des gens dont c'est le métier. Ensuite, qu'est-ce qu'on va leur faire faire? Puisque ce n'est pas un service militaire, on ne va pas leur apprendre à tirer au canon. Ah ouais, alors qu'est-ce qu'on fait pendant 6 mois? Je veux dire, le secourisme, il y a une limite à ce que vous pouvez faire en 6 mois. Et en quoi on va les employer? Mais à ce moment-là, si on en fait des ambulanciers, eh ben, du coup, les ambulanciers professionnels vont dire vous mangez mon pain blanc. Et ensuite, quel est le ministère qui va s'en occuper? Pas le ministère de la Défense, puisqu'on a dit service civil. Pas le ministère de l'Éducation nationale, puisque, continuation de... Voilà. Pas le ministère de l'Intérieur qui dit mais moi, je n'ai pas vocation d'encadrer des gens. Pas le ministère de l'Action sociale disant moi, je ne fais pas du... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à l'arrivée, il avait été dit au président Sarkozy, si vous voulez le faire, c'est un porte-avions nucléaire par an, 6 milliards d'euros par an. 6 milliards d'euros par an pour la masse salariale et j'en passe, et l'infrastructure, le chauffage, la bouffe, l'uniforme, le statut. Il nous faudrait un statut puisque nous parlons de civil. Oui, mais s'il y a une rixe dans les chambres, comment on fait? Et puis, pour conclure là-dessus, et vous avez gagné un nouveau ministère, en réalité. Donc là, le président Sarkozy qui était parti sur ça, voilà. Et c'est pour ça que je dis un service civil universel. J'attends de voir ce que ça va donner, mais j'ai un gros doute et je pense qu'il ne sera donc pas universel, quoi qu'on en dise, et qu'il sera volontaire et qu'il n'aura donc pas la vertu que nous avons connue, nous, dans nos classes. Désolé pour avoir été si long. Je voudrais qu'on revienne sur ces phrases que vous voyez sur votre écran. Cette guerre risque de préfigurer de plus vastes rivalités géopolitiques. L'Europe n'est plus à l'abri de frappes de missiles et de drones. Oui. C'est de cette réalité que, non pas veut nous prémunir Emmanuel Macron, mais nous avertit Emmanuel Macron. En fait, on est rentré dans un... Enfin, je pense que... Maintenant, tous les Français l'ont compris. Enfin, depuis 8 mois qu'on est sur ces plateaux, expliquer ce qui se passe en Ukraine, je pense que là, on a bien compris que le retour de la conflictualité qu'on pensait totalement disparue d'Europe, et on vivait sur notre petit nuage tranquille à l'abri, parce que nous, par ailleurs, les reporters, on savait que la guerre, elle existait ailleurs, parce qu'on passait notre temps dedans. Donc, depuis 40 ans, on avait bien vu qu'on vivait quand même de manière un tout petit poil exceptionnelle dans notre beau continent européen, où on faisait de l'Erasmus, de tout ce qu'on voulait, pendant que les autres, eux, ils étaient au combat et ils n'avaient pas le choix. Donc il faut quand même se mettre ça en tête. Donc on est en train de se faire rattraper par la réalité. Donc maintenant qu'on s'est fait rattraper par la réalité, heureusement d'ailleurs les armées le disaient depuis un bout de temps, et avaient justement essayé de conserver ses capacités. Mais comme l'expliquait très bien Michel, le problème c'est qu'on sait tout faire, mais on ne peut pas le faire longtemps. Grosso modo, le modèle de l'armée qu'on a, c'est une modèle, et d'ailleurs, heureusement qu'on a ça encore, hein, on le vit comme ça d'ailleurs, et ce qu'a expliqué sur la question opérationnelle, on est capable d'engager rapidement une force assez brutale et assez solide pour arrêter un certain temps un ennemi. Sur un coup, paf, on y va, coup de poing, on les bloque. Et donc là, on enverra la 11e BP, les machins, enfin, là, on sait faire. Et on pourra faire ce coup d'arrêt. La question maintenant derrière, c'est une fois qu'on a donné le coup d'arrêt et qu'on s'organise pour donner le coup d'arrêt, ce qui veut dire aussi d'ailleurs ramener quelques hélicos, travailler sur les problèmes d'artillerie, enfin bon, on a quand même quelques sujets. Mais c'est traité, c'est vu, c'est connu. La deuxième phase, c'est derrière, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'une fois qu'on a consommé, comme on dit, nos premières forces engagées, et on voit à quelle vitesse ça consomme, quand il a fallu défendre Sévérodonetsk, les Ukrainiens, ils avaient 1000 morts par jour. 1000 morts par jour. Ça veut dire, nous, on a un service de santé. Notre service de santé, aujourd'hui, il fait pas 1000 morts par jour. Hein. Il ne fait pas les blessés derrière. Aujourd'hui, on est ce qu'on appelle la golden hour. C'est-à-dire, en 1 heure, on arrive à prendre un blessé, le mettre dans un hélico, le ramener à l'arrière et le sauver. Et donc, on sauve 20 à 30% de nos blessés en plus.
Le service de santé des armées a commencé à travailler. Il a fait un colloque il y a 15 jours à Paris sur le bilan et le rétexte de l'Ukraine. Aujourd'hui, on peut plus. En Ukraine, ils ne sont pas capables de faire ça. C'est au minimum une journée pour pouvoir ramener, avec tous les risques de gangrène, etc., qui reviennent. Vous voyez bien qu'on est obligé de se réorganiser complètement pour une pensée plus dure, plus longue. Et c'est tout ça qu'il faut mettre en place. Tout ça qu'il faut mettre en place, ça veut dire de la masse. Donc la question de la réserve. Et c'est en ça que, effectivement, le SNU aujourd'hui n'est pas conçu comme un service militaire du tout. Mais l'important, et moi je vois, pour en avoir discuté beaucoup avec le général Menaouine, qui a quand même vraiment travaillé à cette affaire-là, c'est que ça nous permet quand même de toucher 800 000 jeunes par an, qui est notre classe d'âge, hommes et femmes, et de travailler à ce que la question du recrutement va être une question très importante. Quand on a vu la difficulté qu'on a eu à recruter les 10 000 hommes pour la remontée en puissance, il a d'ailleurs fallu beaucoup utiliser la Légion pour le faire, qui avait des capacités de recrutement plus fortes que les autres. Des organismes comme le SNU peuvent permettre justement d'aller chercher dans la jeunesse, qui est sollicitée par d'autres choses, et pas que par les armées, puisque c'est universel, de montrer qu'il y a des débouchés et des possibilités. Mais ça aussi, cet enjeu-là, l'enjeu du recrutement va être un enjeu fondamental. On a les moyens de tout ça parce que on va se les donner. Les casernes, il y a de moins en moins de militaires, donc de moins en moins d'encadrement. Il n'y a pas forcément assez d'armes pour le nombre de militaires pour le moment engagés. On fait comment ? Le général de Villiers, dans son interview au Parisien, indiquait qu'il y avait 25 000 jeunes qui s'enrôlaient chaque année dans l'armée. Donc c'est pas nul, hein, comme. C'est pas notre. On est le premier recruteur annuel, les armées. Donc c'est tous les ans, 25 000 jeunes. Mais là, je crois que fondamentalement se pose aujourd'hui la question d'un retour, d'une façon ou d'une autre, d'un service militaire qui appart dans une nébuleuse plus large de services civils, pour reconstituer des réserves. Et je pense au modèle suisse. Exactement. Voilà. Le modèle suisse. Réserviste. Oui, l'armée suisse est mieux dotée que l'armée française aujourd'hui. Et l'armée suisse est la plus grosse armée d'Europe occidentale. Ils sont mobilisés très rapidement. Hein, je dis toujours sur un plateau, l'armée suisse, on aurait du mal à les arrêter. Peut-être qu'à Dijon, on y arriverait, vous voyez, s'ils s'attaquent à nous. Et ils ont un modèle qui est fondé sur un service militaire court et des cours de répétition. C'est ça. Mais, alors, c'est un service militaire, donc plutôt mal. Et donc, c'est à une moitié de la classe d'âge qu'on évacue. Et puis, il est ouvertement militaire, vous voyez. Là, c'est pour ça, pour moi, j'aimerais beaucoup un service civil universel. Je pense que ça serait une très bonne chose, en particulier pour ce que vous avez dit. C'est vrai, la fonction sociale, on l'a connue de l'intérieur, dans la chambrée. Ça, c'était très important, j'y crois. Oui, mais est-ce que ce n'est pas le cadre militaire qui donnait également ces résultats ? Fondamentalement, oui, le cadre militaire aidait beaucoup. Mais on revient sur le format d'armée. Non, mais il faudra y revenir. De toute manière, après, la question, c'est comment on fait. Là, pour l'instant, on revient seul ou on revient à plusieurs ? Parce que là aussi, le président l'a dit, on ne peut rien faire si on n'est pas seul. Il n'a pas remis d'ailleurs sur l'ouvrage cette fameuse défense européenne, parce qu'on a quand même vu depuis 8 mois que sur certains points, l'Europe a explosé. C'est à chaque État de faire sa propre armée. Hein. Bien sûr. Le président l'a dit. Il faut de l'indépendance en prévision des guerres. C'est fini l'interdépendance pour la paix. Donc ça, c'est vraiment... Moi, j'ai trouvé une phrase très forte quand même. Et puis surtout, il y a une chose qui est claire. C'est que, honnêtement, on va revenir à ce que disait le général Yakovlev, mais si on compare à toutes les armées européennes, aujourd'hui, à part les Britanniques, pour être simple, il n'y a que les Français qui seront aujourd'hui capables d'être une nation cadre d'une coalition avec nos alliés européens pour rentrer, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, c'est ce qu'on fait en ce moment en Roumanie, dans le cadre de la force de réaction rapide de l'OTAN. Donc, de toute façon, nous, on sera obligés d'avoir une capacité à agréger d'autres forces. Et on a, en plus, il n'y a pas que le militaire, hein. Effectivement, le président l'a rappelé, mais la Ve République et notre capacité de décision rapide, c'est quand même un sacré atout. Parce que un des gros problèmes que peuvent avoir les Allemands ou d'autres, c'est le débat parlementaire autour, qui, honnêtement, sur les questions de décision militaire, c'est pas simple. Alors, c'est peut-être plus démocratique, mais c'est pas toujours beaucoup plus efficace. Donc, on est là aussi, il va falloir trouver. Donc, on sera une nation cadre, de toute façon. On ne sera pas seul, mais on sera une nation cadre. Et pour être une nation cadre, il ne faut pas rêver. Si on est sur du dur devant, il n'y aura pas l'arrière qui sera en train de bronzer sur les terrasses de café. On va se prendre des attentats terroristes, c'est ça l'hybridité, des attaques cyber, des manifs, des machins, des trucs, des bidules, des sabotages. Donc il va falloir redensifier et faire ce qu'on appelait avant la défense opérationnelle du territoire.
pour faire simple. Donc on aura notre armée de métier qui combattra en dur de vent, mais derrière, on aura une réserve appuyée par qui sera capable de maintenir la sécurité du territoire. C'est ça la vérité. Et puis de faire petit à petit ce que font les brigades territoriales ukrainiennes, d'aller petit à petit relever au front les unités plus musclées, plus jeunes et plus professionnelles qui avancent. Sinon, on ne tiendra pas le terrain. Donc c'est ça la question qui va se poser petit à petit. Mais ça va prendre du temps, on est au début de l'affaire. Nous ne croyons pas qu'on va faire ça et puis d'un seul coup, les jeunes Français vont tous se lever, se mettre au garde à vous, aller chercher les treillis et dire allez, on y va. Il aura l'occasion d'y revenir, c'est ce qu'il a dit Emmanuel Macron. Il y a quand même quelque chose qui contribue à la sécurité de la France, mais aussi de l'Europe, c'est les forces nucléaires. Emmanuel Macron est revenu justement sur cet aspect du nucléaire. Écoutons-le. La dissuasion nucléaire, cette dorsale de notre sécurité, crédible, moderne, dimensionnée dans le cadre d'une stricte suffisance. Elle continuera de reposer sur des principes simples et clairs qui garantissent notre liberté d'action et assurent que nous serons préservés d'une agression majeure. Elle nous prémunit de toute agression d'origine étatique contre nos intérêts vitaux, d'où que vienne cette agression et quelle qu'en soit la forme. Le nucléaire, beaucoup, et d'ailleurs le président l'a regretté, ont joué, entre guillemets, avec depuis 8 mois. Les discussions se sont banalisées, a-t-il dit. Ouais. Bah oui, on l'a vu sur les plateaux. On avait quand même des fois des interventions, c'était n'importe quoi. Enfin, franchement, moi j'ai passé mon temps à le dire, donc je n'ai pas de sujet. Redites-le. Ce qui est clair, c'est que si l'Ukraine avait été nucléaire, il n'y aurait pas eu le coup de 2014. Et si l'Iran est ou devient nucléaire, les Américains les traiteront différemment. Donc, et si Kadhafi avait été nucléaire, il serait encore aux affaires, etc. etc. Donc, et si l'Ukraine n'avait pas rendu ses armes nucléaires, elle n'aurait jamais été envahie par la Russie. Donc, il a... Mais il a refait un petit point. Il a quand même été obligé de le dire. Pourquoi ? Parce que, justement, dans cette phase où, comme la presse était un petit peu en vrac et que les Russes jouaient là-dessus, le président, il y a une phase qui est la phase, il faut voir, c'est la phase début octobre, mi-octobre, qui est une phase compliquée, où on voit quand même que le ton monte, que de plus en plus de gens s'emparent de la question sans la maîtriser, et que là, pour le coup, on a quand même besoin de vérifier un certain nombre de choses avec les Russes. Parce qu'on ne joue pas avec les allumettes, pas avec ces allumettes-là. Et donc, vous voyez bien que là, on a des paroles qui sont prises par Joe Biden, par Jack Sullivan et par le président de la République. Et là, les commentateurs ne comprennent pas, parce qu'effectivement, il sort d'une certaine ambiguïté. Ce qui n'est pas le cas habituellement. Mais c'est lui, la dissuasion. S'il le fait, c'est qu'il pense qu'il y a un moment, il faut renvoyer ce message-là. D'accord ? Ce message-là étant, nous n'utiliserons pas l'arme nucléaire en Ukraine. Le message a été reçu. Je vous remarque dans la foulée, et donc il sait ce qu'il fait, il ne le fait pas seul. Dans la foulée, on a les coups de téléphone qui commencent entre Shoigu et les différents chefs d'état-major. On a les réunions qui... Et vous avez remarqué que maintenant, les affaires sont retombées. On revient à une chose qui est maintenant qu'on a fini, qu'on a dégonflé le risque et qu'on a fait tomber la tension. On rappelle la règle habituelle. Attention, quand on dit que c'est pas parce que l'Ukraine, ça ne veut pas dire que l'Europe ne fait pas partie de nos intérêts stratégiques. Il le rappelle aujourd'hui. Et donc, on est dans une séquence, on est dans la fermeture naturelle d'une séquence où on a remis la dissuasion à sa place. Pendant ce temps